Voici l'analyse d'un extrait de La mort du père Goriot. Il s'agit de l'excipit. Cette analyse linéaire rentre dans le parcours du baccalauréat de français, les romans de l'énergie, création et destruction. Honoré de Balzac est un écrivain réaliste du XIXe siècle qui publie Le père Goriot en 1835. Ce roman fait partie des scènes de la vie privée de la comédie humaine et met en scène un personnage, le père Goriot, qui s'est ruiné dans le but que ses filles puissent mener une grande vie, la grande vie à Paris. Mais ses filles, cependant, le renient, ne veulent plus le voir, et le père Goriot finit par mourir de chagrin. Rastignac, quant à lui, est un étudiant qui l'assiste dans ses derniers moments et qui s'est pris d'affection filiale pour ce vieil homme. Cependant, ce jeune homme ambitionne une ascension sociale également. Nous assistons ici aux obsèques du père Goriot, qui est enterré dans le plus grand des abandons. Pour procéder à l'analyse, je vous propose le projet de lecture suivant. Comment cette fin de roman, qui mêle mort et renaissance d'un personnage, constitue-t-elle une ouverture vers un autre roman ou vers un autre monde? Je vais tout d'abord commencer la lecture. Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, deux voitures armoriées, mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'au Père-Lachaise. À 6 heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. On va être là pour la lecture. Je propose de structurer ce texte en 3 parties. Un premier mouvement allant du début, cependant, au moment où, jusqu'à emprunter 20 sous à Christophe, qui pourra s'intituler La mise en terre, les funérailles du père Goriot. Le deuxième mouvement, commençant à Ce fait si léger en lui-même et se terminant à Christophe le quitta, pourra représenter quant à lui l'émotion de Rastignac. Et enfin, la dernière partie de l'excipit de Rastignac resté seul jusqu'à Madame de Nucingen, jusqu'à la fin, représente quant à elle un nouveau départ, vers un nouveau départ. J'entame donc l'analyse non exhaustive du premier mouvement. Alors, dès le début de cet extrait, on peut remarquer qu'il y a un espace qui est particulier, que forme le cadre de cette fin de roman. Il s'agit d'un cimetière, le cimetière du Père Lachaise. C'est donc dans cet espace que le narrateur semble dire au revoir à ces personnages, des personnages qui apparaissent pour la dernière fois. En conséquence, un lexique lié à la mort est particulièrement présent dans ce premier mouvement, avec corbillard, convoi, corps, fosse, etc. Vous le voyez avec les couleurs. Tout cela crée une atmosphère particulière, une atmosphère empreinte d'émotion, bien sûr. D'autre part, l'indication temporelle au moment où met l'accent sur le peu de personnes présentes à l'enterrement du père Goriot. Ainsi sont mis en parallèle le placement du père Goriot dans le corbillard et les deux voitures armoriées qui rejoignent au dernier instant le convoi. Bien sûr, le peu d'intérêt des filles pour l'adieu à leur père, peu d'intérêt immoral, ce peu d'intérêt est renforcé par l'opposition de voitures armoriées associées à la conjonction coordination à l'adjectif, mais vide. Conjonction de coordination d'opposition, bien sûr. Alors bien sûr, ces deux voitures sont la preuve d'une appartenance à la noblesse, mais cette conjonction d'opposition met en évidence l'absence des beaux-fils et des filles dans les voitures. En fait, ici, c'est comme si, en quelque sorte, la richesse
le faste était là pour se montrer, en tout cas était complètement incompatible avec la présence affectueuse. Nous ne sommes que dans le paraître. On peut remarquer d'ailleurs que dans cet extrait, les filles ne sont jamais nommées individuellement. Alors, au moment de l'enterrement, les deux voitures sont celles de ses gendres et Balzac signale que ces deux voitures sont armoriées. Alors, pourquoi ces armoiries? Pourquoi le signaler? Non seulement, bien évidemment, c'est l'idée de montrer leur présence, mais surtout les armoiries, normalement, sont les images qui doivent mettre, qui mettaient en valeur les qualités morales des grandes familles aristocratiques. Seulement, l'adjectif vide qui est associé permet de montrer que les valeurs des familles du comte de Restaud et celles du baron de Nucingen sont tout à fait comparables à ce vide. Elles sont artificielles. Nous avons des personnages qui se présentent comme nobles, comme étant représentants de grandes valeurs, de hautes valeurs, mais en fait, ils sont dépourvus de toute humanité. Alors avec l'indication spatiale, nous avons des indications temporelles très précises, au moment où, à 6 heures, aussitôt, quand, qui viennent baliser en quelque sorte l'enterrement du père Goriot et qui suggèrent, enfin font plus que suggérer une cérémonie complètement bâclée. L'enterrement se déroule en fin de journée, mais les lumières commencent à peine à briller, ce qui d'ailleurs, mais nous y reviendrons plus tard, peut symboliser une fin et un commencement. En tout cas, vraiment un enterrement bâclé, que ce soit le clergé ou la famille ou les gens de la famille, tout le monde a hâte que ce soit fini. La mise en terre, d'ailleurs, du personnage est particulièrement expéditive, comme on le voit avec les gens de ces filles qui disparurent, la courte prière, les quelques pelletés. Une cérémonie qui semble se dérouler avec le plus d'économie, plusieurs. Remarquez d'ailleurs que les fossoyeurs demandent leur pourboire à peine l'enterrement du père Goriot achevé, ce qui est tout de même assez indécent, bien sûr. Ils agissent ici, ce qui suggère que leur métier, leur fonction ne se fait qu'en fonction justement de l'argent. Que ce soit les hommes d'église, que ce soit donc le clergé, que ce soit les aristocrates, le comte de Restaud ou le banquier, le baron de Nucingen, ou les fossoyeurs, quel que soit le rang social, tous les individus sont ici attachés à l'argent. Nous avons bien ici une représentation satirique, du moins péjorative, de la société contemporaine à Balzac. D'autre part, le personnage de Rastignac, lui également, est imprégné par ce thème de l'argent. On voit qu'il fouille dans sa poche pour donner le pourboire, mais il n'y trouve rien. Je suis obligé, forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Christophe qui est un domestique. Alors, il est particulièrement pauvre, ce qui est assez habituel pour l'étudiant qu'il est, ce qui est une condition, en tout cas, une condition habituelle des étudiants, une situation réelle à l'époque. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cela démontre, un peu comme la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le dernier sentiment d'humiliation que veut bien accepter de subir Rastignac. C'est ce qui va le déterminé, on y viendra après, à plonger dans la ruche bourdonnante. On verra ça à la fin. Alors cet enterrement très triste, bâclé à la fin du jour, donne bien au lecteur un sentiment de clôture, est bien la représentation d'un monde qui s'est éteint, c'est le monde du père Goriot, un personnage qui était particulièrement humain, un personnage qui s'est dévoué avec tout son cœur pour ses filles, qui s'est ruiné pour elles. Nous avons un mouvement descendant du jour à 6 heures, le jour tombé. Plus tard, nous aurons les larmes et le crépuscule, la descente dans la fosse. Bref, tant d'éléments qui démontrent à la fois l'attitude révoltante du clergé et de la noblesse, mais également
de toute une société nouvelle qui prend la place sur l'humanité, sur les valeurs, sur les vertus. J'en viens à l'analyse du deuxième mouvement qui représente l'émotion de Rastignac. Alors, dès le début, Balzac note que l'emprunt d'argent à Christophe est un fait léger. Donc Rastignac, lui-même a bien conscience que c'est quelque chose d'anecdotique, de peu important. Et pourtant, il entraîne une conséquence très importante, puisque l'adjectif hyperbolique horrible, horrible tristesse, met en exergue le fait que l'argent est le moteur de toutes les actions dans cette scène. Cela va également entraîner l'évolution finale de Rastignac, qui va vouloir se venger de son humiliation, lancer le défi à la société à la fin du texte et dans les livres à venir. Ce second mouvement présente également une scène lyrique, puisque de nombreuses émotions transparaissent dans l'évocation des états d'âme de Rastignac, dans l'évocation de son attitude. Le terme larmes est répété plusieurs fois et vient amplifier la tristesse ressentie par le personnage. Alors, ce qui est amplifié aussi, c'est justement cette tristesse, c'est le fait que cette tristesse soit associée au décor, comme si elle collait, comme si l'état d'esprit de Rastignac était représenté par l'atmosphère qui l'entoure. En effet, on a le jour qui tombe, l'humide crépuscule qui agace les nerfs. On relève d'ailleurs la gradation, le jour tombé, un humide crépuscule, etc., jusqu'à cieux, qui est scandé en rythme ternaire, un petit peu emphatique, grandiloquent. En tout cas, cela met en valeur cet état d'esprit d'Eugène de Rastignac, d'autant que les termes de la phrase sont au présent de vérité générale. Cette dernière phrase, qui est arrachée, dénote dénote de la violence éprouvée par Rastignac. Et finalement, il s'agit ici de sa mort brutale, la fin de sa pureté de jeune homme. Nous pouvons aussi noter ici la transformation du personnage dans cette scène d'enterrement. Rastignac, d'abord, il acquiert une dimension religieuse. Il ensevelit les larmes, les saintes émotions, le cœur pur, les cieux, etc. Vous voyez avec les couleurs. Ce personnage prend donc à ce moment-là une dimension divine. Il quitte complètement le simple domaine terrestre pour devenir véritablement un personnage sacré. Il s'agit donc d'une transformation du personnage. Le mouvement se termine par la contemplation des nuages par Rastignac, après avoir pleuré. Alors, bien sûr, il se retrouve dans une position qui n'est pas sans rappeler le topos romantique, une position que l'on va retrouver dans certains tableaux romantiques, comme celui de Gaspard Friedrich que je vous ai mis en illustration et que tout le monde connaît. Donc il est bras croisés, il est ému, il est immobile, il est dans un état contemplatif. Et un glissement dans le sujet s'opère alors. Il est en hauteur, il est laissé seul par Christophe. Rastignac va contempler les nuages et peu à peu, en surplombant Paris, nous allons voir qu'il va finir par explorer visuellement la ville, opérant ainsi une dernière transformation. J'entame donc la troisième et dernière partie qui est brève mais très dense, puisqu'il s'agit d'un nouveau départ, d'une renaissance de Rastignac. Alors dans cette longue observation qui occupe Rastignac et la fin du passage, la fin de l'œuvre, on peut relever que Rastignac d'ailleurs, non plus Eugène, non plus le côté agréable, filial Eugène, mais son nom de famille, il commence à se faire un nom dans cette société. Dès l'instant que sa décision est prise,
Rastignac donc contemple Paris depuis le haut du cimetière du Père-Lachaise. Il est donc en position de supériorité et il la voit dans un premier temps comme tortueusement couchée le long des deux rives. Le Paris, hein, pas la Paris. On peut donc comparer, ou alors on peut se demander si Paris n'est pas comparé à une sorte de monstre au serpent tentateur de l'Éden, avec le participe présent, complément circonstanciel de manière, tortueusement. Toujours est-il que cette métaphore met en avant les vices de Paris. Alors, soit elle est humanisée, euh, avec la représentation, l'assimilation de Paris avec un prostitué personnifié, puisqu'il y a une connotation, on peut y trouver une connotation érotique, soit donc justement c'est un Paris effrayant, diabolique, le diabolisé, tentateur, le serpent de l'Éden. Donc, toujours est-il que cela reste un aspect effrayant, une ville effrayante, en raison de toutes les perversités, les trahisons, le rapport à l'argent que l'on constate, que l'on a constaté dans absolument tout le roman. Et une bonne part de la comédie humaine d'ailleurs. Alors, tout de suite, dans sa contemplation de Paris, Rastignac est attiré par les quartiers qui sont situés entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides. Je rappelle que nous sommes bien dans un roman qui fait partie du réalisme. Les lieux sont importants, réalistes. Toujours est-il, oui, encore une fois, que Rastignac est attiré par des bâtiments élevés, mais par des quartiers surtout, qui sont habités par les personnages appartenant à la haute société. Alors, le dôme des Invalides, c'est le lieu de résidence des aristocrates à l'époque de Balzac. La place Vendôme, quant à elle, est essentiellement habitée par les milieux de la haute finance. Ce sont des lieux qui commencent à briller, commencer à briller les lumières. En effet, ces bâtiments vont s'illuminer parce que c'est le moment, à la nuit tombée, au moment des débauches, c'est le moment où ils vont organiser leur fête fastueuse, orgiaque pour certains, le moment des nombreux bals, conformément au style de vie de l'époque et de ses quartiers. Rastignac, donc, bien sûr, est attiré par les lieux de faste, les lieux de richesse. Alors, l'emploi du plus que parfait avait voulu pénétrer, montre son aspiration à ces milieux et son aspiration à pénétrer dans ces milieux, mais également ses regrets. Lorsque Rastignac, je vous rappelle, était allé chez le père Goriot en pension, il avait déjà le désir de conquérir Paris, mais son attachement pour le père Goriot a calmé un petit peu ses ambitions. Alors, on peut aussi noter que la perception du personnage de Rastignac, en focalisation interne, et le champ lexical du regard, il regarda, contempla, vit Paris, ses yeux s'attachèrent, etc. Là encore, reportez-vous aux couleurs. Cette focalisation interne nous permet de nous mettre à sa place, vraiment, et d'être nous-mêmes littéralement fascinés par Paris, fasciné, hypnotisé par Paris. Alors bien sûr, on peut noter ou relever une certaine attitude théâtrale. Il croise les bras, il fit quelques pas, qui dénote en tout cas une posture de supériorité. Rastignac ose. Rastignac ose défier la société. Rastignac se détermine en tant que héros qui a déjà bien appris de la vie. Ce sera d'ailleurs confirmé plus à la presque fin du texte avec l'utilisation du discours direct à nous deux maintenant. Donc Rastignac est comme les héros romantiques, il est vraiment poussé par un élan de grandeur et dévoré par l'envie de dominer le monde. Mais lui, c'est maîtriser ses passions, ses désirs. Alors, il y a également la métaphore filée de la ruche bourdonnante, avait voulu pénétrer, pomper le miel, qui indique bien sûr qu'il y a beaucoup de monde dans ces quartiers, mais surtout, cela indique que Rastignac est désormais
ancré dans le vice et dans l'hypocrisie, et qu'il va se nourrir de ces vices, de cette hypocrisie de la société décadente. Nous avons donc une forme d'arrivisme qui vient clore le roman sur ce jeune ambitieux, qui est fermement décidé à profiter de Paris. Paris, je le rappelle, qui plus haut était peut-être personnifié et assimilé à un prostitué. Alors, ce défi de la société, c'est aller chez Madame de Nucingen. C'est la fille du père Goriot, comme je l'avais dit au début. Elle a épousé un riche banquier pour mener cette vie de plaisir qu'elle aspirait pour elle son père. Elle veut mener une belle vie et c'est pour cela qu'elle n'a pas hésité à renier son père. Elle a même provoqué avec sa sœur, elle a provoqué un violent chagrin qui a entraîné la mort de son père. C'est donc particulièrement provocateur, même scandaleux, de la part de Rastignac d'aller le soir même dîner chez elle, tant qu'elle n'était même pas là, bien évidemment, à l'enterrement de son père. On peut dire donc que nous avons ici une scène qui se termine par une sorte de retournement total du comportement de Rastignac, par une sorte de coup de théâtre. Rastignac, qui était un personnage en pleine évolution, en perpétuelle évolution, Rastignac est bien un personnage marquant, non seulement dans ce roman, personnage que l'on retrouve marquant pour toute la comédie humaine. Pour conclure, nous pouvons dire que cet excipit illustre bien la thématique, une certaine thématique du pouvoir et la confrontation, des idéaux. Nous sommes à la fin de ce roman d'apprentissage. Rastignac a décidé de mettre de côté sa moralité, son innocence, face au traitement impitoyable qu'a reçu le père Goriot. Traitement impitoyable ou traitement pitoyable. Vieil homme honnête et aimant qui a été bafoué par la société, par la course au prestige, qui a été détruit dans ce Paris débauché que connaît Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin. Mais là où ce dernier, Raphaël, se laisse dévorer, Eugène de Rastignac, lui, renaît. Pourquoi? Parce que la mort physique du père Goriot a un lien direct avec la renaissance, l'impulsion de vie de Rastignac. La naissance du nouveau Rastignac, donc, est une ouverture vers un autre roman, Les Illusions perdues, qui mettra en scène tout simplement la vie, le parcours de Rastignac. Et c'est fini!